4 ans et demi à la tête du Fonds de promotion de l'industrie, 4 ans et demi de dur labeur aux résultats très concluants. Le comité de gestion Kitebi quitte cet établissement public laissant une trésorerie garnie de 38 millions de dollars américains à côté d'autres réalisations. Résultats positifs consécutifs à un travail collectif abattu par l'ensemble du personnel FPI. Le nouveau directeur général intérimaire Jean-Claude Kalenga a déclaré s'inscrire dans une logique de continuité positive pour aller au-delà des attentes. Pourtant prévu par la Constitution, l'avènement de la fonction publique provinciale et locale traîne encore les pas. Des réflexions sont menées par la cellule technique d'appui à la décentralisation sur sa mise en œuvre en vue de permettre aux 26 provinces démembrées de faire face au vieillissement de leurs administrations par le remplacement de fonctionnaires partis en retraite ou éligibles à la retraite. Les développements de ces titres et bien d'autres, c'est dans Fiscalité et Développement présenté par Priska Sekana Kinzondi. Annie, bienvenue. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Très heureuse, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vous retrouver dans le cadre de cette énième édition du magazine Fiscalité et Développement. Suspension en cascade des mandataires publics indexés par l'Inspection générale des finances IGF pour mégestion. Après l'OCC, le GFREM et le FPI, c'est au tour des mandataires de la Société congolaise des postes et télécommunications SCPT et de Congo Airways d'être suspendus. D'autres mandataires intérimaires ont été installés lors de la 12e réunion du Conseil de ministres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a informé le Conseil de la suspension des mandataires accusés des malversations financières par les enquêtes de l'IGF. D'autres suspensions vont intervenir au cours de cette semaine qui commence. Pendant ces temps, au Fonds de promotion de l'industrie FPI, la cérémonie des remises et reprises a eu lieu jeudi 15 juillet 2021 entre l'équipe dirigeante sortante et celle entrante du FPI au siège de cet établissement public. Patrice Kitebi Kibolomvoul a cédé son fauteuil de directeur général à Jean-Claude Kalenga, désigné en qualité de directeur général intérimaire. Boniface Kassembe est remplacé par Christian Ombilingo en tant que directeur général adjoint intérimaire. Isidore Kabwe Mweu, président du conseil d'administration du FPI, s'est vu remplacé par Constantin Chiyombo Kasonga comme PCA intérimaire. Didi Mavambu et Guillaume Muzembe des Gonzac ont assisté à cette cérémonie des remises et reprises. Signature de procès-verbaux des remises et reprises. Patrice Kitebi Kibolomvoul, directeur général sortant du Fonds de promotion de l'industrie FPI, remet officiellement le commandement au nouveau directeur général intérimaire, Jean-Claude Kalenga. Même opération effectuée entre le directeur général adjoint sortant, Boniface Kassembe, et Christian Ombilingo, désigné au poste de directeur général adjoint à l'intérim. Une cérémonie déroulée en présence de la secrétaire générale à l'industrie, représentant le ministre national de l'Industrie empêché et qui fait suite à 2 arrêtés ministériels portant suspension de l'ancien comité de gestion et désignation de nouveaux membres de l'équipe dirigeante à titre intérimaire. Après 4 ans et demi de service au profit de la nation, le comité de gestion Kitebi sort tout de même avec un bilan largement positif. Mobilisation des ressources passant de 3 à 10 millions de dollars américains par mois, financement intelligent de projets à impact socio-économique visible surtout à l'intérieur du pays, récupération de plusieurs immeubles en datation de paiement, taux de recouvrement des créances en augmentation sensible, taux d'insolvabilité des remboursements chutant de plus de 75 à 5%, renforcement de capacité du personnel et amélioration des conditions salariales des cadres et agents, ainsi que d'autres avantages sociaux. Voilà de manière succincte quelques réalisations positives sous l'ère Kitebi
fruit d'un travail collectif de qualité abattu sous l'impulsion du ministre de l'Industrie, du conseil d'administration et de la haute direction, matérialisé grâce au professionnalisme des cadres et agents de cet établissement public. S'agissant de la situation financière, je voudrais informer donc vous tous ici présents, particulièrement le cabinet. Le conseil d'administration a l'habitude d'avoir les situations de trésorerie, qu'au moment de sortir, aujourd'hui, nous laissons en caisse une trésorerie de l'équivalent de 38 millions de dollars. Ceci est important parce que si vous comparez cette trésorerie à celle que nous avons héritée, celle que nous laissons représente 52 fois plus élevée que celle que nous-mêmes nous avions héritée. Ceci n'est pas le fait que de la direction générale, j'insiste. Nous avons travaillé dans un contexte de transparence en utilisant 3 principes majeurs: la participation, la redevabilité et la responsabilité. Et tout le bilan qu'on peut faire à ce stade, au jour d'aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail collectif. La direction générale n'a fait que jouer son rôle de leadership et d'animation des équipes de travail sous la conduite du conseil d'administration, que nous remercions au passage, et de son Excellence Monsieur le Ministre, qui nous a apporté tout son concours politique dans la mise en œuvre des activités du fonds depuis qu'il est arrivé, notamment en ce qui concerne le recouvrement. Intervenant à cette occasion, Jean-Claude Kalinga, directeur général intérimaire entrant du FPI, a d'abord reconnu la qualité du travail abattu par son prédécesseur. Je tiens à mentionner spécialement le sens très élevé, et je le répète, le sens très élevé d'équité et d'intégrité. Votre patriotisme, votre rigueur dans la gestion, votre simplicité et votre proximité avec tous les agents, sans exclusion et sans discrimination. Je pense que ce sont des valeurs qu'il faudrait une fois de plus applaudir. Je tiens aussi à évoquer votre sens de suivi des dossiers, votre mémoire d'éléphant, votre intelligence pratique et rapide, votre capacité de réactivité et de traitement des dossiers. Les défis à relever par les FPI sont encore énormes et le nouvel homme fort de cet établissement public a déclaré s'inscrire dans une logique de continuité positive pour aller au-delà des attentes. À vous, chers amis et cadres du FPI, nos défis, nous les connaissons tous. Point n'est besoin donc de s'étendre sur ce sujet aujourd'hui. Chers collègues, nous devons garder le cap. Allons au-delà de ce qui est attendu de nous, dans le respect des textes et procédures qui nous régissent, l'équité, l'organisation et l'efficacité. Le directeur général intérimaire entrant Jean-Claude Kalinga et son adjoint Christian Ombilingo Mwaka, en tant que fils maison, disposent eux aussi des compétences requises pour conduire les FPI à des lendemains meilleurs en tant que véritable levier de concrétisation des projets inscrits dans la stratégie du gouvernement Sama Lukonde Kyenge sous le leadership visionnaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Direction générale des impôts a présenté aux membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC le résultat de la phase expérimentale de la mise en œuvre de la procédure de la télédéclaration. C'était ce vendredi 16 juillet 2021. À l'occasion, les avantages, la procédure à suivre ainsi que la proposition du calendrier des formations et d'autres contribuables, surtout ceux relevant de la Direction générale de grandes entreprises DGE, ont été présentés aux participants. Commentaire Fabien Lubulo Bakayaka sur les images de nos confrères d'APIC Télévision.
Deux objectifs étaient au menu de cette matinée fiscale organisée par la Direction générale des impôts, à savoir la présentation des résultats obtenus à l'issue de la phase expérimentale de la mise en œuvre et de la procédure de la télédéclaration, ainsi que la nécessité de former d'autres contribuables, surtout ceux relevant de la direction des grandes entreprises, à souscrire tous leurs impôts par voie électronique. Des 66 entreprises sélectionnées au départ pour cette phase pilote, après formation suivie du test, à ce jour, seuls 18 déclarent leurs impôts par voie électronique. Ce qui a poussé le chef de division à présenter aux contribuables présents à cette matinée les avantages de cette procédure. Le premier avantage, c'est que la télédéclaration est un nouvel outil de travail qui permet aux contribuables de souscrire de manière électronique leur déclaration fiscale. Et le deuxième avantage, c'est que la télédéclaration est avantageuse pour les contribuables à ce qui concerne la réduction du temps et du coût dans la transmission des déclarations à la Direction générale des impôts. Et le troisième avantage, nous sommes en temps de Covid, cette procédure permet la sécurisation des contribuables en ces temps de crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19. La répétition étant la mère des sciences, le responsable de la plateforme en charge de la mise en œuvre de cette procédure au sein de la DGI a fait un exposé magistral à cet effet. À l'occasion, les membres du patronat congolais ont porté à la connaissance de l'administration fiscale leurs préoccupations. Avant le lancement de la deuxième phase des formations, le chef de division a fait pour sa part l'économie des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette procédure au niveau de la DGI. Primo, on note que les contribuables ou les entreprises ont envoyé à la première formation des gens qui n'étaient pas, je dirais même tout droit au but, qui n'étaient pas fiscalistes. Donc il y a des précautions à prendre pour que lors de la prochaine formation, les délégués ou les administrateurs qui seront désignés par les entreprises répondent à ces profils-là. Et la deuxième difficulté qu'on a soulevée, c'est la mobilité du personnel au niveau de certaines entreprises. On trouve que ceux qu'on envoie suivent la formation, mais au moment de la mise en pratique de leur formation, ils connaissent une permutation, une mobilité professionnelle au sein de leurs entreprises. Les entreprises doivent prendre maintenant des dispositions pour que ceux qui viendront à la formation sont effectivement ceux qui resteront pour travailler et s'adonner à cette procédure. On a soulevé la difficulté ici que beaucoup n'ont pas la formation informatique. C'est tout à fait normal que lorsqu'on vient suivre la procédure de télédéclaration, bien que c'est une procédure fiscale, mais il faudrait normalement avoir cette formation en informatique pour y parvenir. C'est dans une atmosphère empreinte de joie et d'amitié que s'est clôturée cette rencontre, signe d'une parfaite collaboration entre la FEC et la DGI. À la Direction générale des douanes et accises, DGDA, son directeur général a pris part à la réunion de travail de directeurs généraux des douanes de la région de l'Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes OMD, des assises tenues en République du Congo du 6 au 10 juillet 2021 sur invitation du vice-président de la région OMD AOC et directeur général des douanes et droits indirects du Congo-Brazza. Ces travaux des Brazzaville ont consisté à permettre aux administrations douanières de cette zone d'échanger les informations en temps réel afin d'éviter la fraude douanière et la contrebande. Jocelyn Babalomba, Christian Kenina. Une forte délégation des responsables des administrations douanières, membres de l'Organisation mondiale des douanes OMD, région Afrique occidentale et centrale AOC, conduite par son vice-président, était en séjour de travail à Kinshasa dans le cadre du renforcement de la collaboration au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale.
Objectif, partager l'expérience entre les pays membres sur la gestion des ressources humaines et de la formation, la gestion du transit transfrontalier et l'interconnexion informatique, ainsi que la gestion coordonnée des frontières. Cette délégation, composée des douaniers et d'autres experts, a visité le centre de données principal et la salle de monitoring de la DGDA avant de se diriger vers le port de Sikotra pour une randonnée sur le majestueux fleuve Congo sous la houlette du directeur général des douanes et Axis, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila. À bord du bateau le long du fleuve Congo, les experts des douanes du Congo-Kinshasa ont expliqué à toute la délégation de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes, OMD, les différentes innovations numériques réalisées par l'administration douanière congolaise depuis 1990 à nos jours. Cette visite du vice-président de la région AOC de l'OMD et directeur général des douanes et droits indirects du Congo-Brazzaville, DGDDI, s'inscrit dans le cadre de la suite des travaux lancés au Congo-Brazzaville portant sur les partages d'expériences entre les administrations douanières sœurs. Le système d'interconnexion va permettre aux administrations douanières de partager non seulement les informations en temps réel, mais aussi de lutter contre la fraude et la contrebande au niveau de l'Organisation mondiale des douanes de la région Afrique occidentale et centrale AOC. Les administrations des douanes joueront un rôle de premier rang pour opérationnaliser cette zone de libre-échange continentale africaine. Plusieurs réformes ont été menées par les administrations des douanes visant à renforcer la résilience des administrations, mais en même temps à créer les conditions favorables à la relance économique et à la croissance. Vous avez certainement constaté ces réformes au niveau de l'administration des douanes de la RDC, des réformes visant à mettre en place des systèmes d'information permettant l'interconnexion informatique. Et d'ailleurs, arrivé ici à Kinshasa, nous avons pu visiter votre data center et voir de quelle manière l'administration des douanes de la RDC est interconnectée avec les autres administrations des pays de l'Afrique de l'Est. Mais ce qui reste aussi à faire, c'est de réaliser ces interconnexions au niveau de l'Afrique centrale. Nous appartenons à une même communauté économique et la zone de libre-échange continentale africaine pourra être opérationnalisée si au niveau régional ou sous-régional nous assurons une meilleure coordination des politiques douanières, commerciales et nous mettons en interconnexion nos systèmes informatiques. Ces travaux des directeurs généraux des douanes tenus en République du Congo ont permis aux patrons des administrations douanières de réfléchir comme un seul homme sur l'opérationnalisation de l'intégration économique en Afrique. Le directeur général des douanes congolaises, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, a passé en revue quelques innovations réalisées par son administration douanière. Nous avons quand même pu démontrer quelques innovations que l'administration des douanes de la République démocratique du Congo a mises en place pour faciliter les échanges, mais aussi pour combattre la fraude et la contrebande. Là, nous avons pu montrer comment nous avons mis en place le système de suivi électronique des cargaisons avec l'appui de COMESA, c'est CVTFS, avec le système de suivi électronique des cargaisons, mais aussi le système REC, dans notre partenariat avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Là où nous sommes reliés au port de Mombasa, à partir de Kinshasa, nous pouvons voir des cargaisons qui transitent par la plupart des pays, le Kenya, l'Ouganda, et qui arrivent à nos frontières en République démocratique du Congo. Bon, nous pensons que c'était là des innovations que nous devrions mettre en scène pour que nous puissions échanger et voir dans quelle mesure nous pouvons paramétrer nos systèmes de façon à obtenir des éléments d'information nécessaires. Bien avant l'arrivée de cette délégation douanière à Kinshasa, le directeur général des douanes et Axis, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, a assisté en République du Congo au lancement du concours d'admission aux écoles nationales des douanes du niveau inspecteur et contrôleur du Congo-Brazzaville, aux côtés de ses homologues douaniers.
l'organisation de ces tests répond à ce besoin urgent de formation, former des cadres qui seront en mesure d'opérationnaliser la zone de libre-échange continentale africaine. Pour ce qui concerne les épreuves de tout à l'heure, si c'est vraiment des questions d'actualité, des questions qui nous intéressent. On parle le plus souvent de la zone de libre-échange continentale africaine, mais aussi de l'intégration économique africaine. Avec un agenda surchargé, les patrons des douanes congolaises et la délégation venue des pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale ont visité les installations du port autonome de Pointe-Noire, celui de Brazzaville et port secondaire. Ils ont également assisté à l'inauguration du poste de contrôle de Tchamba-Nzasi, à la frontière entre la République du Congo et l'Angola. Il s'y est de rappeler que ces travaux s'inscrivent dans le cadre des échanges d'expériences entre les pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, membres de l'Organisation mondiale des douanes, OMD. Restons à la douane congolaise en nous rendant à l'intérieur du pays où les éléments de la brigade douanière de la province du Nord Kivu se sont montrés très efficaces ces derniers mois dans la lutte contre la fraude douanière des minerais. Plusieurs colis des pierres précieuses ont été saisis entre le mois de mars et de mai de l'année en cours. Toutefois, certains services étatiques commis à la frontière dans cette partie du pays semblent être trop lassistes face aux fraudeurs et autres contrebandiers qui font sortir clandestinement le minerai vers l'extérieur du pays. Pire encore, ces agents tentent même d'empêcher les douaniers de faire correctement leur travail. Retour sur plusieurs jolis coups de filet opérés par la brigade douanière ces derniers mois dans un récit de Michel Wangilokwa. L'Est de la République démocratique du Congo est devenu depuis des années le ventre mou de la République où de nombreux groupes armés pullulent et se sont lancés dans l'exploitation et la vente illicite des minerais en toute impunité. Une centaine de groupes armés écument cette partie est de notre pays. Rien qu'à l'espace de 3 mois, soit de mars à mai 2021, les statistiques officielles en notre possession montrent que la douane du Nord Kivu a intercepté et saisi des centaines voire des milliers de colis de minerais sortis du sous-sol congolais qui étaient en voie d'exportation pour les pays voisins, notamment le Rwanda, où des fours clandestins de raffinage des dits minerais y sont installés. À titre illustratif, rien qu'au mois de mars 2021, les éléments de la brigade douanière de la province du Nord Kivu, basée dans la ville de Goma, ont saisi 24 colis de coltan qui allaient quitter frauduleusement la République démocratique du Congo à partir de la grande barrière qui sépare la RDC et le Rwanda dans la ville de Goma. Au même moment et à la même période, les douaniers de la province sœur du Sud Kivu ont intercepté une cargaison de lingots d'or dans la frontière congolo-rwandaise de Bukavu qui allait également quitter frauduleusement les sols congolais pour le Rwanda voisin. Là où la fraude minière bat son plein, la fraude douanière se porte aussi à merveille. C'est le cas de le dire avec cette saisie de marchandises toujours dans la grande barrière de Goma où les éléments de la brigade douanière du Nord Kivu ont maîtrisé une tentative de fraude douanière. Des cargaisons de marchandises constituées de 174 cartons de vin, de ballots de friperie et autres articles importés allaient aussi franchir la frontière congolaise pour le Rwanda voisin sans payer les moindres frais de douane, n'eût été la vigilance des éléments de la brigade douanière de cette partie du territoire national. Mais il se fait que les camions dont il est question ici voulaient échapper au contrôle, disons, au scannage pour voir la marchandise qui se trouve dedans. Mais les camions dont il est question étaient destinés à l'exportation. Les camions étaient considérés comme, lorsqu'on a ouvert, on a trouvé que non, les camions étaient vides. Mais il se fait que avec la vigilance de la brigade, nous avons cherché à savoir est-ce que ces camions-là, tout en étant vides à première vue, mais nous avons essayé de voir est-ce que la structure la structure de la carrosserie n'a pas été modifiée. Et justement, on a trouvé que la structure de la carrosserie a été modifiée. On a trouvé qu'il y avait une cachette dedans. C'est comme ça que nous, en cherchant maintenant à pousser les investigations, on a trouvé que non, la cachette là nous a amené dans un autre compartiment. Et ce compartiment là contenait
les marchandises que vous voyez sous vos yeux ici, ça y est, il y a 57 cartons de liqueurs. Ici, vous vous retrouvez avec le vin de marque Drustry. Ici, il y a aussi les liqueurs de marque Jameson, ainsi de suite. La fraude minière s'est faite parler encore d'elle au Nord Kivu dernièrement. Les éléments de la brigade douanière, en collaboration avec d'autres services, ont saisi d'autres minéraux en partance pour le même pays, à l'occurrence le Rwanda. Lors des concertations nationales initiées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jérôme Sekana Pene-Papa, coordonnateur national de l'ONG des Toits d'Araignée, qui regroupe les journalistes économiques de la République démocratique du Congo, avait été reçu par le numéro 1 congolais et avait proposé plusieurs mesures pour établir de l'ordre dans les mines situées à l'est du pays, parmi lesquelles la suspension de l'exploitation artisanale de minerais d'or, coltan, cassitérite et diamants dans les provinces du Tanganyika, Nord et Sud Kivu, Maniema ainsi que la Grande Orientale pendant plus ou moins 3 ans renouvelables. La mise en place d'un rideau de fer constitué d'un déploiement des éléments des forces armées avec interdiction à tous les aéronefs de décoller ou d'atterrir dans cette partie du pays sans autorisation express après une fuite systématique. Une proposition en partie suivie avec l'instauration de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. État de siège qui a certes réduit sensiblement l'activisme des groupes armés avec des redditions en cascade, mais dont les résultats se font encore attendre sur l'exploitation illicite des matières premières congolaises. Il reste au service spécialisé d'emboîter les pas sans atermoiement pour que le code minier soit appliqué comme l'a voulu le législateur dans les mines artisanales afin de donner à l'État les moyens de sa politique, surtout que le gouvernement vise 3 milliards de dollars américains comme réserve d'échange dans les jours et semaines à venir. Toujours à l'intérieur du pays, le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des finances a tenu une réunion le mardi 13 juillet dernier. Réunion qui a mis autour de la table tous les responsables des régies financières provinciales. Objectif, donner les orientations pour la maximisation des recettes pendant cette période de l'état de siège. Reportage signé Bienvenue Mwela Mukendi, notre correspondant au Nord Kivu, basé à Goma. Le conseiller principal du gouverneur militaire en charge des finances, économie, commerce, portefeuille, plans et petites et moyennes entreprises, travaux publics et reconstruction, David Kamoua, qui veut bouger les choses dans les attributions lui confiées par le lieutenant général Constant Dima, a réuni les responsables des régies financières provinciales du Nord Kivu en date du 13 juillet 2021 à Goma. Il s'agit de la question de sensibilisation de ces hauts responsables de la DGRNK sur la vision de l'autorité provinciale pendant cette période exceptionnelle de l'état des sièges et donner de nouvelles orientations dans le cadre de la maximisation des recettes, afin de doter la province des moyens nécessaires de faire sa politique. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, mon général Constant Dima, nous a désigné comme conseiller principal. Il nous a aussi assigné la tâche de mobiliser les recettes. Et c'est dans ce cadre que nous sommes venus pour présider notre première réunion en cette qualité-là, dans laquelle nous avons évoqué d'abord l'examen des projets des plans de mobilisation des recettes de la province, et en second lieu, nous avons examiné l'évaluation des recettes pour le mois de juin et pour les 2 premières semaines du mois de juillet. Alors, comme vous le savez, nous sommes en état de siège. Et l'état de siège doit être compris comme un moment où on restaure non seulement l'autorité de l'État sur le plan sécuritaire, mais c'est également sur tous les secteurs. S'il y a des contribuables qui ne se mettaient pas à l'ordre avant l'état de siège, ils doivent comprendre que maintenant, ces choses-là sont terminées. Nous sommes venus donc pour remobiliser les troupes, les remettre au travail, leur donner l'esprit même de l'état de siège dans les cadres sur le plan fiscal. Et c'est pour cela que, comme ils ont compris ce que nous devons faire par rapport à la mobilisation des recettes pour nous permettre de poursuivre avec la reconstruction de notre province, il fallait maintenant qu'il y ait un plan de mobilisation des recettes. Et ce plan de mobilisation des recettes va être intégré dans les plans d'action prioritaires que nous sommes en train d'élaborer au niveau du gouvernement comme boussole à suivre dans le cadre de la matérialisation des objectifs même de l'état de siège dans les secteurs qui sont les nôtres.
Notons que sur l'initiative du gouverneur militaire, un plan d'urgence de mobilisation des recettes est en cours de l'élaboration. Situation humanitaire dans l'est du pays, conjoncture économique, campagne de Faustin Luanga au poste de secrétaire exécutif de la SADC, lutte contre la pauvreté, séance de travail avec les investisseurs sud-africains, autant de questions d'actualité ont marqué la semaine du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge du 12 au 17 juillet 2021 qui n'a pas été de tout repos. Images et commentaires. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu ce samedi 17 juillet 2021 à son cabinet de travail une délégation de l'entreprise Sycomine conduite par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC, Zhong Jing. À cette occasion, un don d'un chèque de 300 000 $ américains et plusieurs tonnes de matériel de protection contre la Covid-19 ont été donnés entre les mains du ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Pour le DG de la Sycomine, Li Shang, ces gestes rentrent dans la responsabilité sociétale de son entreprise. La situation humanitaire dans l'est de la RDC et le soutien de la communauté internationale aux efforts du gouvernement étaient au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et Emily Maltman, ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo. Au sortir de l'entretien, la diplomate britannique a révélé que la situation sécuritaire à l'est du pays préoccupait au plus haut point le Premier ministre congolais. Au cours de cette semaine, le chef du gouvernement a présidé la 11e réunion du comité de conjoncture économique dans laquelle ses warriors sectoriels ont participé. Il ressort de cette séance de travail à la primature que le gouvernement congolais poursuit l'objectif d'atteindre 3 milliards de dollars américains de réserves de change afin d'avoir un matelas financier conséquent avec une capacité de 3 mois d'importation de biens et services sur ressources propres, révèle le ministre d'État au plan Christian Mwando. Dans la suite des audiences, le premier de Warriors a reçu à la primature les investisseurs de la société sud-africaine Delta Natural Gas Energy, conduit par son directeur général Adolphe Mbalati. Face aux différentes opportunités d'investissement qu'offrent différents secteurs en RDC, le représentant pays de Delta Natural Gas Energy, Bishop Abdel Dur, a indiqué que le chef du gouvernement est disposé à les accompagner dans leurs projets. Toujours dans ces chapitres, une délégation égyptienne conduite par le ministre égyptien de Ressources en eau et irrigation, Mohamed Abdelati, accompagné par la vice-premier ministre en charge de l'environnement, F. Bazaïba Massoudi, a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Les échanges étaient essentiellement tournés sur les relations bilatérales entre la RDC et l'Égypte depuis des années. Le conseiller spécial du chef de l'État, J.D. Badibanga Kabongo, a également été reçu par le premier des ministres. Il est allé annoncer au chef du gouvernement le démarrage dans le tout prochain jour du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo. Pour ce faire, une task force ainsi qu'un point focal ont été mis sur pied pour amorcer ces processus qui pourra voir le jour avant la fin de cette année. La question liée au préavis des grèves adressées au gouvernement par la délégation syndicale de la SCTP a été au centre des échanges cette semaine entre le Premier ministre et une délégation des syndicalistes de cet établissement public qu'accompagnait le député national Eliezer Tambwe. À cette occasion, le syndicaliste en fait un état des lieux d'une créance de 207 millions de dollars américains que l'État congolais doit à la SCTP. Cet argent va permettre de retraiter au moins 2711 agents, équiper le port de Matadi, le port de Boma et le port de Banana, réhabiliter le chemin de fer pour ne citer que cela.
Le Premier ministre les a rassurés que d'ici quelques jours, il va agir en tant qu'autorité et l'État congolais veillera à ce que le droit de la SCTP soit sécurisé. La cellule technique d'appui à la décentralisation a organisé du 14 au 16 juillet 2021 un atelier sur la problématique de la mise en place de la fonction publique provinciale et locale au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS dans la commune de La Gombe à Kinshasa. Objectif des assises organisées dans le cadre du projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique PRAP, financé par la Banque mondiale, proposer des solutions à l'endroit du gouvernement sur la mise en place de la fonction publique provinciale et locale. Reportage signé Jocelyn Babalomba et Christian Kenina. Venus des ministères de la fonction publique, modernisation et innovation du service public, de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, du plan, des finances et du budget. Ces experts ont réfléchi pendant 3 jours sur la problématique de la mise en place de la fonction publique provinciale et locale. Des assises organisées par la cellule technique d'appui à la décentralisation CETAD dans le cadre de la composante 4 du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP, financé par la Banque mondiale. Au cours de cet atelier, il a été question d'expliquer les contenus, les enjeux, les objectifs, les avantages et les défis de la réforme de l'administration publique en général et de la fonction publique provinciale et locale en particulier au regard de la législation en vigueur. Il s'est agi également de pénétrer l'entendement de la fonction publique provinciale et locale tel que prôné par les PRAP et favoriser l'appropriation de la réforme de l'administration publique provinciale par tous les acteurs impliqués dans la réforme. Cet atelier d'échange revêt une importance capitale, a indiqué Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre patron de la fonction publique, modernisation et innovation du service public à l'ouverture des assises. Dans le contexte de ces réformes, le fonctionnement des services provinciaux propres sera assuré par les personnels de carrière qui forment la fonction publique provinciale et locale. Ainsi compris, les présentes assises revêtent une importance capitale pour pouvoir avoir un entendement commun des dispositions des articles 3, 202 et 204 de la Constitution sur cette nouvelle branche de la fonction publique, la fonction publique provinciale et locale. 3 commissions instituées pour examiner sans complaisance la mise en place de la fonction publique provinciale et locale du point de vue de son contenu et ses enjeux, du mécanisme juridique ainsi que du chemin à parcourir pour aboutir à la mise en œuvre de la dite réforme. Les cadrages des circonstances de cet atelier étant énoncé par le coordonnateur national de la cellule technique d'appui à la décentralisation CETAD, Makolo Jibikilaï. Le contexte de la réforme qui nous ramène à la fonction publique provinciale et locale, ou de réforme. Le deuxième point va être le fondement constitutionnel de la fonction publique provinciale et locale. Le troisième point va considérer en quoi consiste la fonction publique provinciale et locale. Nous en parlons. Qu'est-ce qu'elle est? Quelle est sa continence? Quatrième point, sa mise en œuvre, la mise en œuvre de la fonction publique provinciale et locale. Mais ce que je voudrais vous rappeler généralement, c'est que la Constitution, notre Constitution, a réalisé, a prescrit plusieurs réformes. Comme il en est de coutume dans pareilles circonstances, après 3 jours de travaux, les participants ont formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement de la République. Les participants ont recommandé d'associer les autorités provinciales
autour d'une concertation politique dans le cadre de la conférence de gouverneurs pour, d'une part, s'accorder sur un texte minimum comportant des options fondamentales à mettre en place lors de la mise en place effective de la fonction publique provinciale et locale. D'autre part, de sensibiliser les autorités provinciales afin qu'elles s'impliquent dans la mise en place effective de la fonction publique provinciale et locale. La secrétaire générale à la fonction publique qui a clôturé ses assises au nom du patron de la fonction publique a remercié la Banque mondiale à travers les projets de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP pour son soutien technique et financier. Je remercie tous les partenaires techniques financiers pour le soutien inestimable qu'ils nous apportent pour que la réforme et la modernisation de l'administration publique se poursuivent et aboutissent aux résultats que nous attendons. La matérialisation de la mise en place d'une fonction publique provinciale et locale permettra au gouvernement congolais d'assainir non seulement l'administration publique, mais aussi et surtout d'éviter les chevauchements. Rajeunir son personnel, tel est le souci de la Direction générale des ressources humaines de l'administration publique, appuyée par la Banque mondiale via le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP, l'atelier d'échange et des validations de la stratégie harmonisée du rajeunissement de l'administration publique, organisé à cet effet, a fait l'état des lieux de 2 programmes majeurs pour améliorer l'intégration des jeunes fonctionnaires et ainsi relever leur niveau pour un meilleur rendement. C'était du 13 au 15 juillet 2021 au centre Sénacof dans la commune de La Gombe. Muriel Makissé-Loutina, Fonfon Makitou Doma pour les détails. Aligner les 2 programmes jeunes professionnels JPO et École nationale d'administration ENA sur les standards communs vaut son pesant d'or. L'administration publique congolaise s'étant mise dans un processus de réforme pour rajeunir son personnel. Pendant 3 jours, les éminences grises venues de divers ministères et institutions de l'État se sont réunies pour échanger au sujet des conclusions de la stratégie harmonisée du rajeunissement de l'administration publique par la convergence des programmes JPO et ENA. La retraite, c'est une disposition prévue par le législateur. Et quand il y a des départs, il y a ce qu'on appelle les vacances qui se sont créées. Et quand il y a vacances, il y a ce qu'on appelle besoin en ressources humaines. Et ces ressources humaines-là, cette catégorie, souvent, et telle que les dispositions l'exigent, c'est au moins avoir 18 ou 35 ans d'âge. C'est la fleur d'âge, c'est ce que nous appelons la jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui, une fois intégrée dans l'administration, vient rajeunir notre administration, vient donner du sang nouveau. Il s'agit de mettre sur pied une stratégie harmonisée pouvant améliorer ces 2 programmes majeurs mis en place déjà depuis une décennie, mais jusque-là connaissent des difficultés communes d'intégration de ces 2 programmes pour les anciens élèves de l'ENA et les jeunes professionnels. Choix des postes est problématique, phase d'intégration non prévue, statut actuel ne favorisant pas les carrières, écart des rémunérations peut expliquer autant de facteurs qui ont milité pour l'étude partie du vieillissement qui handicapent les rendements au sein de cette administration. L'ambition qui se dégage dans cette étude, c'est de revitaliser l'administration publique. L'ambition, c'est de moderniser l'administration publique. L'ambition, c'est de booster le rendement au sein de l'administration publique pour prétendre migrer vers une administration de développement. L'ambition, c'est féminiser aussi l'administration publique.
Le contenu de la stratégie harmonisée a suscité des échanges et débats très animés et enrichissants, raison des groupes de travail des participants pour examiner froidement la question. Et aujourd'hui, mes impressions étaient très bonnes puisque la question était centrée sur le programme ENA et le programme JPO. Le programme ENA dont moi-même je suis le produit et le programme JPO qui va un peu de pair avec nous. Si on peut voir dans quelle manière on doit mettre ensemble ces deux programmes pour que notre administration publique soit redynamisée. On ne peut pas parler du rajeunissement sans enlever le vieillissement. Vous voyez, donc c'est le rajeunissement par rapport au vieillissement est comme l'ongle et le doigt. Donc on ne peut pas. On doit d'abord commencer par faire le toilettage, c'est-à-dire enlever ce qui est vieux pour remplacer ces vieux-là par les jeunes. Tant qu'on ne le fera pas dans les priorités, ça sera difficile. Jusque-là, ces deux programmes ne sont pas satisfaisants dans plusieurs aspects, notamment les calendriers, le concours, la formation, l'admission sous statut, les ministères d'affectation, l'affectation en province et la gouvernance. D'où le recrutement d'un consultant international pour le renforcement des capacités des jeunes fonctionnaires à intégrer dans une administration qualitative. L'administration publique étant le socle et la colonne vertébrale d'une nation. Ancien élève de l'ENA France, en termes de connaissance du contexte de la République démocratique du Congo, Stéphane Kessler a participé au cadre stratégique général de la réforme et de la modernisation de celle-ci. Voilà, ce genre de choses, c'est le fait de construire à deux, de dialoguer avec les collègues congolais pour arriver à un rapport qui nous convienne et qui soit le fruit de plusieurs approches, de plusieurs regards. Le secrétaire général chargé des actifs à la fonction publique qui a clôturé ces assises a remercié les parties prenantes pour leur apport en amendements pertinents et les partenaires au développement avant de reformuler quelques recommandations ayant fait l'objet de la validation de cette étude. S'agissant de la nécessité d'alignement et de la rationalisation des processus de convergence développés dans le contenu du rapport ci-évoqué, j'en profite pour vous retracer l'essentiel des enrichissements rajoutés par le participant aux recommandations et a fait l'objet de la validation de ce jour. Réviser les statuts afin de mettre en place une fonction publique d'emploi. Créer le corps unique des administrateurs de l'État. Réviser les statuts des administrateurs civils. Créer un statut des administrateurs de services. Étant donné que la question du rajeunissement va au-delà de la problématique de l'ENA et JPO, l'étude est une base de départ puisque l'efficacité du rajeunissement dépendra d'une politique globale des ressources humaines de l'administration publique. Les sujets touchent directement la problématique de la coordination et de la gestion de la relève au sein de cette administration, inscrite dans la planification du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, modernisation de cette administration et du service public pour une administration publique de qualité. Quelles sont les tendances de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 17 juillet 2021? La réponse avec notre stagiaire Bénédicte Essio. Après 2 semaines de hausse, les prix du pétrole sur le marché international est volatile. À Londres, le baril a coûté 73,18 $, soit une baisse de 0,15%. Hausse par contre de 0,01% à New York du prix du brut léger américain, WTI, le baril revenant à 71,51 $. En croire les sites prixdubaril.com, les prix du pétrole sont parvenus de peu à conclure dans les verts vendredi après 2 jours de pertes liées aux incertitudes autour de négociations de l'OPEP+. Sur le marché minier, toujours sous la barre des 10 000 $, les prix de la tonne métrique du métal rouge s'est situé cette fin de semaine à 9 436,80 $, en hausse de 1,36%. Le prix de la tonne métrique du cobalt a dépassé la barre de 50 000 $, se situant cette semaine à 52 495 $.
soit une hausse de 4,05%. Stabilité persistante du prix de l'once d'or à 0,00% pour la 16e semaine consécutive, la tonne métrique revenant à 1811,31 $. Côté produits agricoles, la tonne du maïs est négociée à 556 $, en forte baisse de 18,59%. Hausse par contre du prix de la tonne du riz de 3,12% pour se situer à 13,23 $. Hausse également du côté blé de 7,36%, la tonne se vendant à 693 $. Concernant les cafés, la tonne a coûté 161 $, soit une hausse de 3,03%. La tonne du cacao s'est située à 2320 $, soit une baisse de 3,41%. Enfin, le coton, appelé aussi l'or blanc, a gagné 0,14% de sa valeur, la tonne se négociant à 91 $. Une page noire avant de boucler cette émission. Comme vous le savez d'ailleurs, la dépouille mortelle du cardinal Laurent Monsengo est arrivée ce dimanche 18 juillet 2021 à Kinshasa. Décédé le dimanche 11 juillet dernier à Paris, en France, l'archevêque émérite de Kinshasa avait été évacué lundi 5 juillet 2021 vers la France pour des soins appropriés. Sa santé s'étant gravement dégradé. Après son arrivée, le corps du cardinal a été mis à la morgue et sera exposé le mardi 20 juillet à l'esplanade du Palais du Peuple pour les hommages de différentes personnalités et toute la nation congolaise. Le directeur général de l'agence Galaxy Media et l'ensemble du personnel présentent leurs condoléances le plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu et à tous les fidèles catholiques. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. C'est par cette note que nous bouclons cette émission dédiée à tous nos compatriotes du Nord Kivu et particulièrement ceux de Goma. Excellente suite de programmes sur votre chaîne et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir.